Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. L'affaire Africard, État du Niger, continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Cette affaire de plusieurs milliards de francs CFA que l'État du Niger doit à Africard est mal perçue par les citoyens nigériens, ce qui a suscité ce reportage de Abdel Razak Hamidou. Si vous n'avez pas la preuve de cette conviction particulière-là, personnelle, eh bien, en justice, ça ne vaut rien. J'ai toujours pensé que le dossier Africard sentait le roussi. Je l'ai toujours pensé. Je n'ai jamais été convaincu par les décisions. C'est entre mi-octobre et mi-janvier que la société Africard a fait saisir une série de biens de l'État du Niger en France et aux États-Unis. Une affaire qui court toujours et la sortie récente des responsables du service contentieux de l'État vient attiser les feux. Les gens se sont laissés faire, mon frère. Aller à la justice sans Niger. Et cette société d'escrocs a eu raison sur le Niger. Regardez bien et observez bien. Malgré le temps de recours, les gens se sont fermés les yeux jusqu'au dépassement du temps de recours et la situation et la sentence est devenue en réalité définitive. Maintenant, en observant de cela, les gens ont usé toujours leur orgueil de croire qu'ils sont des messies, ou du moins parce que c'est une hypothèse, ça peut être que c'est leur orgueil qu'ils ont utilisé ou bien ils ont été complices. C'est l'un des deux. Parce qu'ils ont laissé expirer le temps de recours et ensuite cette société, ils ne se sont pas dignés de pouvoir créer les conditions à ce que cette société, qu'on les appelle pour qu'ils viennent négocier et s'entendre de l'entente. Ils ont laissé cette société, elle a poursuivi parce que je vous dis que c'est une société d'escrocs internationale. Cette affaire qui a commencé il y a plus de 3 ans et qui à la base était de plusieurs milliards de francs CFA. Aujourd'hui, je vous dis dans le contexte actuel, arrivé en France dans leur processus de mafia, cette société, ils ont créé les conditions pour que la France, la justice nigérienne, parce que les dispositions légales de la justice internationale, et ils ont appliqué ça au niveau de la justice, et la justice au niveau de la France a ordonné à ce que des biens soient saisis au titre du Niger. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, les gens parlaient de 125 à 150 millions d'euros que le Niger doit verser, parce que le Niger a refusé de donner un marché de 34 milliards. Allez-y faire la conversion de 125 millions d'euros. C'est plus de 80 milliards. Regarde, un marché où on a refusé 34 milliards, maintenant on demande au Niger de rembourser ou de payer dommages et intérêts à cette société et plus de 80 milliards. Le Niger a des avocats qui sont payés sur les contribuables nigériens. Il a des services contentieux qui sont payés, qui sont mis dans des conditions pour empêcher à ce que ce genre de questions arrivent au Niger. Il y a aussi le secrétariat général du gouvernement qui doit suivre ce genre d'affaires pour que le Niger ne sera pas grigé. Et aujourd'hui, même si la situation de la procédure est arrêtée et qu'ils ont pu se comprendre avec cette société, il faut verser des milliards. Et malgré que l'image du Niger a été ternie à l'extrême. Cette affaire Africard, État du Niger, qui est actuellement devant les tribunaux, continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Une affaire que les Nigériens attendent de connaître son épilogue. Dans le cadre de la commémoration des événements du 9 février 1990, l'USN a organisé à son siège cet après-midi une conférence de presse. Cette dernière a porté autour du thème « Les pouvoirs publics face aux défis de la scolarisation ». Le résumé avec Adamou Soumana et Soumaïla Abdoulaye. Les militants de l'Union des scolaires nigériens se retrouvent à travers ce cadre pour échanger sur un thème d'une importance capitale, à savoir les pouvoirs publics face aux défis de la scolarisation, avec un de leurs aînés du mouvement syndical scolaire. Ainsi, d'entrée du jeu, le conférencier a fait la genèse du combat de l'USN ayant abouti aux événements du 9 février 1990. C'était un combat pour l'éducation. C'était un combat contre le projet Éducation 3 de la Banque mondiale. Projet Éducation 3, c'est quoi? Si vous voulez, c'est le pendant dans le secteur de l'éducation du programme d'ajustement structurel qui a été mis en œuvre au Niger à partir du début des années 80. C'est un programme, c'est un plan qui est convenu entre l'État du Niger et certains de ses partenaires principaux, notamment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Un des aspects, une des choses qu'on demandait
au gouvernement de l'époque, c'était de réduire les dépenses d'éducation. Au conférencier de poursuivre son intervention en s'appesantissant sur les défis proprement dits de la scolarisation. D'abord, la population d'enfants en âge d'aller à l'école ne fait qu'augmenter. Les conditions d'accueil sont des plus déplorables. Le premier défi, donc, en matière de scolarisation, c'est naturellement la question de la qualité, qui ne peut pas se faire s'il n'y a pas des enseignants de qualité, des enseignants de qualité qu'on ne peut pas avoir s'il n'y a pas un système de formation d'enseignants qui est basé déjà sur la qualité. Cette rencontre d'échange aurait dû se pencher sur le thème « Les peuples face aux défis de la scolarisation », a souligné le conférencier à l'assistance, car selon lui, les peuples se soucient beaucoup plus des défis de la scolarisation que les pouvoirs publics. Le Centre Africa Obota organise depuis ce matin un atelier de partage des résultats de l'étude sur les gaps de la législation du Niger dans le domaine social des droits humains en matière d'impact environnementaux dans les industries extractives. Le compte rendu de Asama Seydou et Abdel Nasser Seydou. Cet atelier de partage des résultats de l'étude sur les gaps de la législation du Niger dans le domaine social des droits humains et en matière d'impact environnementaux dans les industries extractives est organisé à l'intention des élus nationaux à qui auront à apprécier les résultats de la dite étude. Cet atelier vise à contribuer à soutenir l'intégration des droits humains dans la législation nigérienne afin de promouvoir et de superviser sa mise en œuvre, la mise en œuvre des différentes recommandations qui en sont issues, particulièrement dans le domaine des industries extractives. En termes d'objectifs spécifiques, il s'agira pour nous, avec les participants, d'examiner et compléter les résultats de l'étude de l'état de lieu sur l'harmonisation du droit national avec les conventions internationales en matière environnementale et dans le domaine des industries extractives. De débattre également et d'échanger autour de ce résultat et de consolider ces débats afin de voir avec les participants quel appui nous pouvons leur apporter en vue de faciliter la mise en œuvre des recommandations. Le directeur général résident de NDI, quant à lui, fait le point sur l'exploitation des ressources minières et la contribution des députés pour la finalisation de l'amélioration du cadre juridique en la matière. L'exploitation des ressources minières du Niger a drainé beaucoup d'investissements et représente de plus en plus une source essentielle de revenus pour le pays. Cette expansion rapide du secteur extractif, qui s'est manifestée par l'afflux d'exploitants miniers, industriels et artisanaux, nous interpelle au plus haut point et nous projette dans les défis majeurs auxquels nous devons faire face. En plus des efforts considérables faits par le gouvernement du Niger, il reste attendu de la part de vous, les honorables députés, une grande contribution à la finalisation de l'amélioration du cadre juridique en la matière, si tant est qu'on peut finir de légiférer, puisque le monde est évolutif et que les besoins nouveaux se créent tous les jours. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale se réjouit de cette initiative. En tant qu'Assemblée nationale, nous nous réjouissons vraiment de telles initiatives et c'est pour cela que nous encourageons et remercions le NDI pour cette initiative et surtout nous félicitons l'ONG Centre Africa Obota pour avoir pris cette initiative-là, qui va permettre aux différents députés de se pencher sur la législation dans ce secteur-là, de la comparer aux différentes législations de notre environnement sous-régional et même international, et donc de pouvoir déceler les insuffisances de notre législation et de les combler afin que notre pays puisse être doté de tout l'arsenal juridique qui est nécessaire justement dans ce secteur des industries extractives et également
en droit humain. Cette session de formation est organisée par le Centre Africa Opota Niger avec la collaboration du réseau sur les industries extractives. Cette formation contribuera à promouvoir et à protéger les droits humains dans le secteur extractif nigérien. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la lutte contre les mutilations génitales féminines, une cérémonie de déclaration d'abandon de ces pratiques a été organisée ce matin dans la commune rurale de Makolondi. Une cérémonie placée sous le haut patronage de la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou, représentée par l'épouse du Premier ministre. Le compte-rendu de Michel Deji et Chebougus. Ils sont au total au nombre de 30 villages et hameaux de la commune rurale de Makalondi à s'engager pour mettre fin aux pratiques traditionnelles qui nuisent au bien-être de leurs enfants, en particulier les mutilations génitales. Comme vous le savez, les mutilations génitales féminines constituent des atteintes graves aux droits des femmes et des filles en particulier, et une violation des droits humains en général. Nous allons œuvrer tous pour que la proclamation de ces villages gagne la confiance de leurs voisins et ce à leur cause, afin que la tolérance zéro au MGF soit une réalité à Makalondi en particulier et au Niger dans un proche avenir en général. Un engagement salutaire qui est le fruit des efforts de plusieurs acteurs du domaine, dont le Comité nigérien sur les pratiques traditionnelles et l'UNICEF. Cette stratégie met surtout l'accent sur les exciseuses en les accompagnant dans la réalisation d'activités génératrices de revenus. En plus de cette stratégie de reconversion des exciseuses, le CONIPRAT, avec l'appui financier et méthodologique de l'UNICEF, a adopté une nouvelle stratégie, approche d'éducation à base communautaire sur les droits humains, la santé de la reproduction et l'abandon des mutilations génitales féminines. Madame l'épouse du Premier ministre, avec l'appui de l'UNICEF, le CONIPRAT a permis à plus de 3200 participants, femmes, hommes, adolescents et adolescentes, de bénéficier de 12 mois d'enseignement sur différents aspects du développement de l'enfant, sur son éducation, sa santé et sa protection. Ces apprentissages, animés par des facilitateurs communautaires, ont suscité un processus de réflexion et d'analyse qui ont conduit les participants à décider eux-mêmes, collectivement, de promouvoir la santé, la scolarisation et la protection de leurs enfants. Nous estimons qu'environ 5000 enfants de moins de 18 ans vivant dans les villages concernés sont désormais protégés contre toute forme de violence, d'abus et d'exploitation. Quelques résultats déjà notables. Selon les comités villageois, aucune union impliquant un enfant n'a été célébrée au cours des 12 derniers mois. L'utilisation des services de santé a augmenté. La fréquentation scolaire des filles s'est améliorée. Davantage de familles établissent les actes de naissance, de mariage et de décès. Et la participation aux instances locales de discussion s'est accrue dans les villages d'intervention. Il est à rappeler que dans les localités de cette commune rurale de Makalondi, où le phénomène avait une grande ampleur, la première expérience de cette initiative a été menée en mai 2013 dans 20 villages qui se sont publiquement engagés à abandonner ces pratiques néfastes. Sur la base de leur succès, le programme a été ensuite mis en œuvre avec l'appui de l'UNICEF dans 30 autres villages et hameaux qui font ainsi eux aussi leur déclaration d'abandon à travers cette cérémonie. Plusieurs films des réalisateurs nigériens ont été sélectionnés pour les compétitions de la 25e édition du FESPACO 2017 qui aura lieu du 25 février au 4 mars prochain. Pour accompagner les réalisateurs de ces films, le ministère nigérien de la Renaissance culturelle décide d'organiser des séances de projection grand public dans les salles Canal Olympia et Palais de Congrès les 17 et 18 février prochains. L'annonce a été faite cet après-midi par le directeur de la communication au cours d'un point de presse. On écoute.
Il est prévu une projection en amont de la projection VIP, et une projection pour présenter, donc grand public, pour présenter d'abord les films, 2 films, sur une période d'à peu près 2h30, et après, à partir de 19h, la projection VIP, et là, c'est vraiment les officiels seulement qui vont assister. La projection grand public, c'est le samedi au Palais de Congrès, donc elle va se dérouler de 15h jusqu'à 22h30, à peu près, parce que c'est tous les films qui seront projetés. Vendredi et le samedi, le 17 et le 18. Au niveau de la billetterie, vraiment, c'est symbolique, c'est 2000 francs pour rentrer, voir les films. Et la stratégie que nous avons adoptée, je profite de vos micros pour demander à toutes les sociétés de la place, les sociétés de téléphonie mobile, les compagnies de transport, pour qu'ils puissent acheter des lots de tickets et partager à leur personnel. Donc c'est aussi une manière de contribuer. Par exemple, une société qui va payer 50 tickets d'entrée pour partager au personnel, c'est comme si elle a contribué vraiment symboliquement à l'activité. Donc nous avons, demain plaise à Dieu, essayer de jouer au pèlerin au niveau de ces sociétés, de ces compagnies, pour leur proposer, n'est-ce pas, ce mécanisme. Donc payer des tickets et en contrepartie, comme on a l'habitude de faire, leurs logos, slogans seront apposés sur tous les outils de communication prévus à cet effet. Il est également prévu de faire un stand Niger à Ouagadougou, pour essayer de rassembler autour de ces stands, en tout cas, toutes les compétences cinématographiques du Niger. Donc ce serait une sorte de lieu de rencontre entre les producteurs étrangers et nos réalisateurs nigériens. Donc, et dans ce sens aussi, il est prévu des outils de communication sur lesquels tous ceux qui vont apporter leur contribution verront en tout cas leurs affiches, en tout cas leurs slogans apposés sur ces outils à Ouaga. Pour rappel, donc, les films retenus, c'est Zinaria de Ramot Keta, Arbre sans fruits, on l'a dit, de Aïcha Maki, Delou de Suleiman Maman, et en panorama, Cerveau noir de Gengare Mega et les pagnes de Moussa Hamid de Gengare. En tout cas, toutes les contributions sont les bienvenues. L'essentiel, que ça soit fait le plus tôt possible, parce qu'on n'a qu'une seule semaine pour faire tout cela. Du sport, la Fédération nigérienne d'athlétisme tiendra ce 18 février à Zender son assemblée générale élective. Le point des préparatifs avec Aham China, il est secrétaire sortant et candidat à la présidence de la Fédération nigérienne d'athlétisme. On l'écoute. Les préparatifs vont bon train. Nous avons pratiquement fini. Toutes les dispositions ont été prises pour accueillir les différents délégués des ligues, puisque chaque ligue doit se présenter à Zender avec 2 délégués plus le CTR. Nous avons également quelques invités de marque qui prendront part à cette assemblée générale, plus bien sûr le bureau sortant. Donc tout est fin prêt et les délégations sont attendues à Zender le vendredi prochain. Nous pensons que notre candidature est motivée par le fait que nous pouvons apporter quelque chose à l'athlétisme nigérien, puisque nous sommes dans ce milieu depuis un certain temps, et nous avons eu à occuper effectivement des postes qui font que, en tout cas, nous avons une certaine expérience, puisque je suis du milieu de l'athlétisme, je suis de formation athlétisme, je suis dans le milieu de l'athlétisme depuis une trentaine d'années. J'enseigne l'athlétisme à l'Institut national de la jeunesse et des sports depuis 25 ans. Je suis expert de l'IAF, la Fédération internationale de l'athlétisme, depuis 23 ans. Je m'occupe de la formation des entraîneurs africains. Et par rapport à la fédération même, j'ai été entraîneur national pendant 5 ans, j'ai été directeur technique national pendant 6 ans, j'ai occupé le poste de secrétaire général pendant 12 ou 13 ans. Je pense que avec ce curriculum, je peux aspirer à diriger l'athlétisme, n'est-ce pas, apporter ma modeste
contribution pour le développement de ce sport que nous aimons tous. Donc, sincèrement, ce qui me concerne, ce n'est pas une motivation personnelle. Je pense que je peux apporter, j'ai capitalisé une certaine expérience que je peux mettre au profit de l'athlétisme de notre pays. Du sport, toujours cette fois-ci football, dans le cadre des matchs retour de la Ligue des champions africaine de football. L'AS Fan accueillera ce week-end l'AS Tanda de la Côte d'Ivoire. À la manche aller, les Nigériens ont été battus 3-0. Ce matin, le staff technique a animé une conférence de presse. Je vous propose de suivre Zakariaou et le coach de l'AS Fan. On a plusieurs stratégies. C'est vrai, ça paraît paradoxal que Balé, en tant que milieu récupérateur ou relayeur par moment, soit le meilleur buteur. C'est aussi ce que je vous dis. Imran, c'est un jeune joueur, c'est lui l'attaquant aujourd'hui. Depuis la blessure de Adamou, qui revient doucement, vraiment on a ce problème-là. On a ce problème, Imran a 5 buts, Balé a 7 buts. Mais nous avons mis notre stratégie en place. On a vraiment prévu beaucoup de choses. Parce que nous allons attaquer. Vraiment, on va prendre des risques devant. On a commencé à travailler depuis hier. On ne va pas dévoiler toute nos stratégies ici devant vos caméras. Et ça, c'est interne, on va le garder interne. Mais je vous promets que vraiment, nous allons attaquer. Ça, c'est clair, nous allons attaquer M. Hassimi. Parce que c'est tout ce qu'il nous reste à faire. On connaît déjà cet adversaire. Donc, on va d'emblée entrer dans le match. On va pas. Déjà, on le connaît. C'est pas. On va prendre 15 minutes pour essayer d'observer. Non, on ne va pas observer. On va d'entrer le jeu dans ce match pour tout de suite, n'est-ce pas, scorer. Et moi, je compte vraiment à l'appui du public. Vraiment, avec l'appui du public, il faut encourager. Parce que des fois, nous avons un public sportif. C'est dommage. C'est différent des supporters. Parce que le public sportif, il n'est là que quand ça joue bien. Alors que les supporters, c'est quand ça joue mal même qu'on encourage. C'est ça qu'il faut faire, cette nuance-là. Les gens doivent avoir, comment on appelle ça, cet esprit de supporter. Et non pas de public qui est là, qui regarde seulement. Et puis non, il faut encourager. Vraiment, il faut qu'on apprenne à encourager toujours pour que les gens aillent de l'avant. Moi, je suis sûr que si nous avons le soutien de ce public, les gens savent ce qu'ils les attendent. Ils sont non conscients, on a commencé à agir sur leur mental par rapport à cela. Il y a des gens, je vous dis, qui ont pleuré à la fin du match. Parce que sincèrement, je te dis, cette équipe, elle était prenable à domicile. On a vu des situations nettes qu'ici, à domicile, on pouvait marquer. Bon, peut-être le changement de décor a fait en sorte que les gens ont manqué de confiance en soi. Mais c'est cette confiance-là qu'on va essayer de ramener, n'est-ce pas, dans le groupe, pour que vraiment ils sachent qu'ils sont capables de faire quelque chose. Nous sommes capables. On a vu des équipes comme le Milan, on va un peu revenir sur le passé, qui ont gagné 4-0, 3-0 et qui ont été remontés 4-0 par exemple la Pologne. Donc vraiment tout. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite de programmes en compagnie de la télévision La Bari.